Salut tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 5e étape de la Vuelta. On aura beaucoup de choses à dire avec un Français en rouge, avec une démonstration tactique de la part de la Groupama FDJ, avec un peloton qui est pourtant resté extrêmement calme. Une info également championnat du monde qui est sortie aujourd'hui. Enfin voilà, pas mal de choses à débriefer aujourd'hui. Un monégasque dans les coureurs au top. Ça, je pense que c'est une première. Donc voilà, pas mal de choses à dire sur cette étape qui a été assez animée. Et pourtant, c'est normalement le type d'étape que j'apprécie pas. Mais là, aujourd'hui, on a eu du beau spectacle sur cette Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler d'un coureur dont j'aurais pas cité le nom, d'un coureur dont je n'aurais pas parlé. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça c'est très important pour la visibilité également de la vidéo si vous l'avez aimé. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne quand YouTube se plante pas trop. Je vais réussir à articuler correctement. Étape numéro 5, une étape où on est arrivé du côté de Bilbao avec une arrivée assez technique, notamment des difficultés du côté de cette arrivée avec l'Alto del Vivero du côté de la Vuelta, et ça a été assez sympa malgré le fait que c'est une échappée qui aille au bout, et ça on s'y attendait pas vraiment ce matin. Enfin moi je m'y attendais pas vraiment, ça fait 2 jours que je me plante vachement sur la stratégie de course. Avec voilà, une victoire au bout pour un coureur de l'échappée, et ça c'est toujours intéressant de voir des échappées partir, et tout le monde voulait prendre l'échappée, 70 km de bagarre pour sortir l'échappée. Moi je regardais ça du coin de l'œil parce que je faisais la vidéo MotoGP, je prépare également la vidéo Formule 1, donc je regardais ça du coin de l'œil vraiment sur Pro Cycling Stats. Je commence aussi à préparer les podcasts, à les écrire, donc ça prend un petit peu de temps tout ça, et là je vois que ça attaque dans tous les sens, je vois des groupes qui partent dans tous les sens. Il y a un groupe qui arrive à sortir très nombreux, notamment avec Rudy Mollard, avec Fred White, à 70 km de l'arrivée. Au kilomètre 80-90, Marc Soler sort à ce moment-là, sauf qu'il a 2 minutes de retard. Il va reprendre De Marquis, qui était aussi parti en contre. Les deux vont réussir à rentrer sur l'échappée, mais à 65-70 km de l'arrivée. Donc vraiment, et puis au prix d'un bel effort pour Marc Soler et Alessandro De Marchi, l'Italien, qui était déjà dans l'échappée la veille. Grosse bagarre pour le maillot rouge parce que, grande surprise, une fois que l'échappée est partie, le peloton se désintéresse avec la Jumbo qui se débarrasse du maillot pour peut-être mieux le récupérer demain. C'est peut-être une stratégie du côté de la Jumbo. Il faudra quand même se méfier parce que Rudy Mollard peut passer la montée de demain, même si ces derniers temps il n'a pas été incroyable dans les étapes de montagne. Mais RAS pour le peloton aujourd'hui. Donc normalement c'est le type d'étape que j'apprécie pas. Et puis en plus j'ai eu peur parce que quand j'ai vu Craddock attaquer à 44 bornes de l'arrivée, je me suis dit allez, c'est comme l'année dernière avec Bokeh Mollema sur le Tour de France. C'est-à-dire c'est le genre d'étape où il n'y a rien à dire parce que c'est le premier qui attaque qui va aller à la gagne. Sauf que non, ça ne s'est pas passé comme ça parce que la descente n'était pas hyper technique, la descente de l'Alto des Vivero, et ce qui fait que ça a permis à tout le monde de rentrer. Et puis ensuite on a eu une grosse course tactique de la part de la Groupama FDJ. L'info du jour, c'est Evan Caleb Ewan qui ne sera pas au championnat du monde, ce qui est presque une surprise parce que hier on avait entendu une rumeur, une info qui circulait comme quoi la Lotto avait demandé à ce que Arnaud Delis, Thomas de Rent notamment, ne fassent pas partie de la sélection belge. Par contre, ils avaient autorisé Caleb Ewan à faire partie de la sélection australienne. Sauf que c'est le sélectionneur australien qu'on n'a pas voulu de Caleb Ewan, tout simplement parce que la saison de Caleb Ewan, elle n'est pas incroyable. Ça avait pourtant bien débuté en tout début de saison, notamment sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Haut-Var. Et ensuite, ça n'a pas été une réussite, surtout à partir de sa chute sur la première étape du Tour d'Italie. Et ensuite, ça a été un peu une catastrophe pour Caleb Ewan. Tour de France pas top, la suite du Tour d'Italie pas incroyable. Et puis même derrière, il a enchaîné un petit peu les contre-performances. Donc Caleb Ewan, pas au championnat du monde, à domicile. C'est quand même un coup dur pour l'Australien et c'est un coup dur dans sa carrière. C'est un vrai coup d'arrêt. C'est une vraie année, c'est une vraie mauvaise année pour Caleb Ewan. Normalement, il arrivait toujours à s'en sortir avec des résultats, mais là, c'est une vraie mauvaise année
pour Caleb Ewan. Même l'année dernière, bon voilà, il avait gagné des étapes sur le Giro. Là, c'est vraiment un coup d'arrêt dans sa carrière. Il faudra voir comment il arrive à se relever de ça, surtout qu'avec la Lotto, ça va quand même pas être facile pour rester en World Tour. Note de l'étape, j'ai mis 15 sur 20. Pourquoi 15 sur 20? J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Et je m'attendais pas à ça. J'ai regardé à partir de 15h40, 15h30, 15h40, parce que j'étais en train de faire le montage à ce moment-là et d'encoder la vidéo de la MotoGP qui sortira demain à cause de l'internet. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape et malgré le fait que dans le peloton il se soit rien passé, l'animation dans l'échappée a été vraiment très intéressante avec Langelotti, avec Soler, avec également Mollard, Fred White. Je me suis bien amusé à regarder cette étape et c'est pour ça que je mets un 15 sur 20. Voilà, je m'attendais pas forcément à prendre autant de plaisir si on a vu la stratégie que j'avais envisagée. Donc là, avec la stratégie que je n'ai pas envisagée, c'est peut-être ça aussi qui m'a permis de prendre encore plus de plaisir pour regarder cette étape. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le maillot rouge ce soir du Tour de France, du Tour d'Espagne, lapsus, 2022, Rudy Mollard qui fait 4e de l'étape, mais qui a eu la bonne idée de prendre les bonifications en haut du dernier passage de l'Alto del Vivero. Ce qui lui a permis de prendre le maillot rouge pour 2 petites secondes sur Fred White. Mais en fait, il a très très bien géré Rudy Mollard dans cette journée. On rappelle déjà vainqueur d'une étape sur Paris-Nice. Il a que 2 victoires dans sa carrière, mais il a fait quand même 10e d'un Tour de Lombardie, 2 fois 8e de la Flèche Wallonne, 5e du Tour de Luxembourg en 2015. Et donc 4e de cette étape. Ça s'est vraiment bien passé pour le Français. Ça s'est très très bien passé aujourd'hui pour Rudy Mollard qui a fait vraiment du très très bon travail. Il est en forme parce qu'il avait fait 3e du Tour de l'Ain cette année qu'on avait débriefé sur la chaîne. Mais là il a été très très bon et puis il a été énormément aidé par Jake Stewart qui a fait un sacré numéro dans le dernier tour de course. Jake Stewart, vraiment impressionnant parce que l'attaque de Jake Stewart, elle est très intelligente. Pourquoi? Ça permet à Rudy Mollard de ne pas rouler sur une portion de plat. Et c'est primordial pour un grimpeur de garder de l'énergie. Ça oblige Fred White à rouler à ce moment-là pour que Jake Stewart ne parte pas trop loin. Et Jake Stewart, pas de chance, il prend 30-35 secondes d'avance. Forcément derrière, Marc Soler, il se dit... Perdu pour perdu, je tente l'attaque, pas de problème, Marc Soler n'était pas dangereux pour le classement général. Et Fred White, il se retrouve bloqué. Et dans le dernier, sur la fin de course, il se fait avoir Fred White parce que pourtant Soler craque dans les 5 derniers kilomètres, mais ça se regarde un peu. Il décide pas totalement de rouler, Fred White, alors qu'il fallait rouler. Alors certes, il est un peu aidé par Daryl Impey, je pense aussi Daryl Impey s'est fait avoir, mais c'était pas suffisant dans le final et forcément pour Rudy Mollard ça a été bon, ça a été la bonne opération du jour. Les 2 secondes de bonification, les secondes de bonification également en haut de la côte où il devance Angelotti juste derrière Marc Soler, ça c'était une très bonne idée de les prendre. Et puis très bonne idée également de prendre cette échappée et pour la Groupama c'est une réussite ce résultat. Ils vont au moins sauver leur Tour d'Espagne si Thibaut Pinot n'a pas de grands résultats, mais ça va de toute manière créer une dynamique dans cette équipe. Quand on prend le maillot de leader, ça crée une dynamique. Alors peut-être qu'il va le perdre demain parce que demain on a une belle étape de montagne et malgré tout il a quand même 4 minutes d'avance sur Roglic et tous les autres leader. Est-ce que Fred White arrivera à faire mieux que lui sur une côte comme ça de 12 km? Pas sûr. Mais oui, demain, il est capable de le garder. Vendredi, c'est une étape qui sera plus plane. Il peut peut-être le garder 2-3 jours, Rudy Mollard. Si demain, il s'accroche, c'est vraiment demain qui va compter parce que ça va être une arrivée très compliquée. Si demain, il s'accroche, Rudy Mollard, peut-être que ça peut le faire. Et puis, on a un deuxième Français qui est toujours dans le top 10. Je rappelle, c'est Sivakov, vu qu'aujourd'hui, il ne s'est rien passé du côté de la course dans le peloton. Mais c'est vraiment une belle perte de la part de Rudy Mollard. Et puis, une grande stratégie de Jake Stewart qui s'est vraiment sacrifié. Aujourd'hui, Jake Stewart, il finit à 3 minutes 30
complètement cramé, des crampes de partout pour le coureur britannique. Vraiment, il avait plus rien. Hein. Quand à un moment il arrive à re-rentrer dans la descente, tu le vois, il essaye de se détendre la cuisse. Il a des crampes de partout au niveau de la cuisse. Il a tenté de s'en sortir, mais c'était trop compliqué dans le final. On poursuit avec dans le bilan des Bleus des flops. 2 flops aujourd'hui. Je commence avec Julien Alaphilippe. Il m'inquiète de plus en plus, Julien Alaphilippe, pour les prochaines échéances. Il a lâché aujourd'hui. J'avais pas l'impression qu'il a lâché en n'étant pas à fond. C'est ça mon inquiétude pour Julien Alaphilippe. Je pense que ne pas finir dans le peloton. Aujourd'hui, si tu finissais dans le peloton, tu consommais pas énormément d'énergie. Donc le fait qu'il n'ait pas fini dans le peloton, il s'est relevé, mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas des jambes exceptionnelles pour Julien Alaphilippe. Tu vois, il regarde même pas la caméra, il était un peu la tête dans le guidon. Ça, c'est très inquiétant. Alors certes, il se déhanchait pas dans tous les sens, il était assis sur la selle, il n'était pas dans le rouge, Julien Alaphilippe, quand il est lâché. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas des sensations exceptionnelles pour le moment, Julien Alaphilippe, et ça c'est inquiétant parce qu'on est maintenant à 4 semaines des championnats du monde. Si Julien Alaphilippe il est pas au top, il va falloir compter sur du Quentin Paché par exemple, ou sur du Christophe Laporte. Sur les prochains championnats du monde. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas du tout sur la même stratégie et forcément en plus on aimerait qu'il tente le coup du triple champion du monde 3 fois d'affilée comme Peter Sagan. Mais là, ça n'a pas marché pour Julien. Vraiment, les jambes pas exceptionnelles, j'ai l'impression, et qu'il lâche sur une étape comme ça et qu'on laisse presque Remco Evenepoel seul. Je pense que c'était pas la stratégie de départ. Donc, je pense que les jambes de Julien ne sont pas exceptionnelles. J'espère m'en tromper. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on est face à nous du grand Julien Alaphilippe. Et puis la Cofidis, il fallait pas rater l'échappée aujourd'hui. Quand tu vois au bout, de 20 km de course que l'échappée part pas, tu te dis, tout le monde va vouloir la prendre, il faut pas la rater celle-là. Parce qu'elle peut aller au bout. Et c'est dommage qu'aucun des frères Herrada ne soit dans l'échappée. Pourtant, on a des cartes en plus. C'est ça qui est terrible chez Cofidis, c'est qu'on avait des cartes. Oui, Ryan Coquard, peut-être pas. Et encore, quand tu vois ce que fait Jack Stewart, tu te dis qu'il y avait peut-être des possibilités. Mais Ruben Fernandez, David Villela, aujourd'hui, il aurait pu faire une belle étape. Les frères Herrada également, Rémi Rochas, pourquoi pas. C'est pas le coureur le plus surveillé pour le général, Rémi Rochas. Je pense qu'on a raté une belle opportunité du côté de la Cofidis de marquer des points UCI, parce qu'aujourd'hui, si tu faisais premier ou deuxième, c'était des points UCI pour le classement. Mais surtout, peut-être de rater une victoire, parce que Marc Soler, il n'était pas intouchable aujourd'hui. Et si tu arrives à mettre un des frères Herrada ou un Villela, tu peux le rattraper. Mais il aurait fallu qu'il y ait un Cofidis, et c'est dommage d'avoir raté l'échappée. AG2R, c'est une autre cause, c'est Enninen qui est tombé. Mais du côté de la Cofidis, c'est un peu un raté pour moi. Aujourd'hui, il y avait même Anthony Delaplace, par exemple, du côté de Arkea, qui n'a pas réussi à s'en sortir. Mais le fait qu'il n'y a pas de Cofidis dans le final pour jouer la gagne, ça pour moi, c'est un raté du côté de l'équipe nordiste. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour. Marc Solé, je crois normalement, on doit dire en espagnol. Je crois que je prononce mal, mais je vous rappelle, j'ai fait allemand LV2, j'ai pas fait espagnol moi à l'école. Marc, donc je vais dire Soler parce que comme je suis pas sûr de mon Marc Solé, je vais dire Soler. Pour UAE Team Emirates, il a fait du Marc Soler. Marc Soler, c'est un truc exceptionnel du feu de Dieu. Et tu te dis, il n'y a pas beaucoup d'autres coureurs qui sont capables de faire la même chose. Soit c'est un plantage complet. Ça passe à ça du plantage complet. À 5 bornes de plus, il finit dans le même état de Jack Stewart. Sauf que, 10 fois avec Marc Soler, ça va se planter et une fois, ça va réussir. Et là, aujourd'hui, normalement, il fait tout pour pas gagner. Il rate la bonne échappée, il part en contre, il part avec 2 minutes de retard. Ça, normalement, une fois sur 40, tu ne remontes pas sur le groupe de tête. Il arrive à remonter sur le groupe de tête. Normalement, tu es le premier lâché. Il est l'un des premiers à se faire lâcher dans la première montée de l'Alto del Vivero. Normalement, après, Marc Soler, il explose dans ce genre de situation-là. Sauf que, contrairement à d'habitude, il n'a pas explosé. Il a plutôt bien géré son effort.
Il arrive à revenir dans la descente tranquillement, je dirais. Et après, vous avez Jack Stewart qui attaque, qui prend quasiment 40 secondes d'avance. Là, c'est mal embarqué, il reste encore 2 km et demi, il reste plus que 2 km et demi de montée. Sauf qu'il fait l'attaque, il attaque comme un bourrin. Et derrière, personne ne le suit. Et alors là, c'est l'opportunité du siècle. Et il va garder ses 13-14 secondes d'avance sur le groupe Fred Wright pendant une grande partie de l'étape. Et puis à 5 km de l'arrivée, on commence à voir que le coup de pédale, il est pas top. On commence à voir que ça commence à craquer parce que Marc Soler et la gestion de l'effort, ça n'a jamais été vraiment exceptionnel. C'est l'un des coureurs, je pense, qui gère le moins bien son effort. Il est très généreux. Par contre, il oublie qu'il y a aussi que parfois tu peux pas tout faire dans une journée. Et là, après, dans les 5 derniers kilomètres, il s'accroche, sauf qu'il a du cul, c'est que derrière, ça se regarde. Il a du cul, c'est que Fred Wright se sacrifie pas pour tenter le tout pour le tout. Et ça fait la différence avec Marc Soler. Et Marc Soler, lui, il s'impose. C'est une belle victoire d'étape. C'est bien pour le coureur espagnol parce qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités de tenter sa chance depuis qu'il est chez UAE. Et là, c'est super. C'est super ce qu'a fait Marc Soler aujourd'hui. Il a gagné que 2 étapes sur les grands tours. Il n'a pas 150 victoires aussi dans sa carrière. Par contre, il en a gagné des belles. Quand il gagne Paris-Nice, c'est aussi un sacré numéro sous la pluie. Je crois me souvenir que sa première victoire d'étape sur la Vuelta, c'était aussi sous la flotte, une petite arrivée en puncher chez Movistar. Ça devait être l'étape 2 ou l'étape 3, parce que je rappelle qu'il n'y avait que 18 étapes sur la Vuelta 2020. Une étape sur le Tour de Romandie également en 2021, je ne m'en souviens pas, pourtant j'avais dû en parler à ce moment-là. J'avais dû faire le débrief de la course, mais là j'ai plus souvenir. 4e du Tour de Romandie 2021. Son plus grand résultat, ça reste, je pense, sa victoire quand même d'étape sur Paris-Nice, et puis ses 2 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne désormais à 28 ans, coureur qui est encore chez UAE jusqu'à l'année prochaine. Peut-être que ça va donner des idées à UAE pour le renouveler, parce qu'on sait que c'est une équipe qui aime bien avoir des coureurs pendant très longtemps, surtout qu'il n'est pas extrêmement vieux, il a 28 ans, même si aujourd'hui c'est plus on pensait au départ quand il gagne Paris-Nice que ça serait un leader pour le général. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu chez Movistar que en fait non, et assez vite. Et aujourd'hui chez UAE, il s'en sort bien avec ce rôle d'équipier. C'est peut-être aussi un coureur qui avait du mal à supporter la pression, Marc Soler. On poursuit avec la deuxième, la grosse surprise de la journée, autre que Rudy Mollard. C'est Victor Langelotti. Alors vous voyez, je ne l'ai pas mis parmi le bilan des Bleus. Pourquoi ? Parce qu'il est monégasque, Victor Langelotti. Il n'est pas français. Je rappelle que le bilan des Bleus, c'est soit les coureurs français, soit les coureurs étrangers dans des équipes françaises, ce qui n'est pas son cas non plus et qu'il est chez Burgos. Victor Langelotti, je ne l'avais jamais vu à ce niveau-là. Je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là. Mais je vois qu'il a remporté une étape, l'étape de Fafé sur le Tour du Portugal cette année, donc au mois d'août, étape de Fafé qui, je pense, devait être vallonnée. Oui, c'est le cas. Une étape pas mal vallonnée où il gagne devant Mauricio Moreira et Scott McGill. Mais le Tour du Portugal, c'est quand même pas la course de l'année en termes d'opposition. Et puis en plus, cette année, avec l'affaire qui touche le FC Porto, l'affaire de dopage, foncièrement, je me suis pas trop intéressé au Tour du Portugal parce que je pense que du côté des meilleurs du général qui sont chez Glass Drive, ou peut-être dans d'autres formations portugaises, on aura peut-être des surprises après dans 1 an ou dans 2 ans sur ces coureurs-là. Victor Langelotti qui n'a pas un grand palmarès, ça c'est clair et net, c'est son plus grand résultat. Une seule victoire dans sa carrière, c'était donc dans ce Tour du Portugal. Coureur qui a 27 ans, je l'ai souvent critiqué Victor Langelotti comme les coureurs de Novo Nordisk en disant je ne me demande ce qu'il fout là dans le milieu du cyclisme. Et là il vient de me prouver que si il avait bien intérêt à être présent. 6e également d'une étape du Grand Prix international Torre Vedras au Portugal également, comme quoi l'air ibérique lui réussit très très bien. Je crois que j'avais dû en parler, c'était peut-être autour du Pays Basque, ou là Mont Ventoux dénivelé challenge, je sais plus, ou peut-être même l'année dernière. Mais c'est oui, parce que je crois que ça fait partie des coureurs qu'enchaînent les abandons l'année dernière et en 2020. Mais il a été aujourd'hui impressionnant sur cette étape. Il prend le classement de la montagne. Alors pour le moment, il n'y a pas beaucoup de points. Oui, mais il a quand même 13 points. Et puis là, pour Monaco,
Aujourd'hui, Monaco, c'était quoi les stars? C'était, bon, je vais schématiser un petit peu, mais c'était les sports mécaniques, c'était Charles Leclerc, c'était Daniel Elena du côté des rallyes. Eh ben peut-être qu'à partir de maintenant, l'Angelotti et le Prince Albert du côté du bobsleigh et les bobeurs à 4. Et ben peut-être que maintenant l'Angelotti va rentrer dans ce cercle très fermé des plus grands sportifs monégasques. Et ça, c'est vraiment peut-être la fête nationale de Monaco. Là, il va être fêté peut-être à son retour du Tour d'Espagne. Son objectif, ça sera de finir, Victor Angelotti. Mais le maillot à poids peut être également un objectif ou aller chercher une étape vallonnée parce que il a l'air d'être pas mauvais dans ce domaine-là, vu l'étape qu'il a remportée sur le Tour du Portugal. Ça a l'air d'être un pas mauvais grimpeur baroudeur en ce moment, Victor Angelotti, qui a 27 ans en termes d'âge. Comme quoi, des fois, les révélations, ça arrive tardivement. Demandez à Geoffrey Bouchard, notamment. Mais moi, j'avais jamais vu l'Angelotti à ce niveau-là. On poursuit tout de suite avec les bonnets d'âne. Je rebondis encore sur Victor Angelotti. C'est en plus une belle performance pour une équipe de deuxième division comme Burgos. C'est important pour Burgos ce genre de choses, de montrer que voilà, ils sont capables aussi d'être performants. Parce que je critique souvent les contis espagnols, mais voilà, là ils viennent de montrer que parfois ils se plantent pas toujours dans les contis espagnols, même en termes de tactique. Du côté des flops, j'ai mis Daryl Impey parce que il finit deuxième. Alors vous allez me dire, je suis méchant, il finit deuxième. Daryl Impey, c'est des points quand même pour Israël aujourd'hui. C'est 40 points pour Israël, Daryl Impey avec cette deuxième place. Oui, mais quand tu vois la manière dont il échoue face à Marc Soler, tu te dis pourquoi il n'a pas roulé? Pourquoi il n'a pas roulé avec Fred White? Vu comment Fred White se donnait à fond, il avait des chances d'aller chercher la gagne, Daryl Impey. Mais il aurait fallu être moins bloqué dans sa stratégie. Peut-être qu'on a couru avec le frein à main du côté de Daryl Impey, mais c'est dommage. Quand on connaît les qualités du Sud-Africain, c'est déjà surprenant qu'il se fasse lâcher dans les montées, mais on se fait lâcher dans les montées, il revient. Bah, dans ce cas-là, tu aides Fred White. Parce que tu sais que si Fred White il se donne à 100%, il avait fait beaucoup d'efforts jusqu'à maintenant. Fred White, tu sais que tu peux le dépasser, tu peux le battre. Mais on n'a pas voulu jouer le tout pour le tout. Et ce qui fait qu'à courir avec ce frein à main, bah, il finit deuxième. Et c'est dommage parce que Marc Soler, lui, il gagne en faisant un sacré numéro. Mais il était prenable, Marc Soler. Et Daryl Impey, bah, lui, il se rate. Et c'est dommage parce que c'est 60 points de perdu au niveau UCI. Parce qu'une victoire, c'est 100, une deuxième place, c'est 40. Quand on sait la situation d'Israël, on crache pas sur 100 points. UCI, très clairement. Donc là, bah, c'est un peu la déception quand même pour Daryl Impey, surtout quand tu vois son sprint, quand tu vois comment il échoue à rien, quoi. Tu te dis, si ça se regarde pas dans le dernier kilomètre, s'il fait l'effort dans le dernier kilomètre, peut-être que ça peut aller au bout. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, ça change la donne. C'est dommage. C'est dommage, vraiment. Je pense que ce soir, Daryl Impey peut avoir des regrets parce qu'il est passé à pas grand-chose d'une victoire d'étape sur un grand tour, sur ce Tour d'Espagne. Je poursuis avec Lawson Craddock. Surprenant, la course de Lawson Craddock, parce que quand on le voit dans la première montée de l'Alto del Vivero, quand il attaque, il est costaud. Sauf que on ne sait pas pourquoi dans la descente, bon, qui était, je pense, de toute manière, c'était pas favorable à des hommes seuls, mais Lawson Craddock, s'il savait que c'était pas favorable, pourquoi il attaque à ce moment-là? Pourquoi il a grillé ses cartouches à ce moment-là? Des punchers, il n'y en avait pas 150 dans cette échappée. Il y avait Marc Soler, Fred White, Lawson Craddock. Parce que pour moi, Rudy Mollard, il a moins de punch qu'un Lawson Craddock. Et Mühlberger n'a pas de punch. Et Masnada, il avait pas l'air d'être incroyable. Quand tu es dans cette situation-là, tu attends le dernier moment pour attaquer. Surtout, vu le numéro qu'il te fait dans la première montée. Il est impressionnant. Surtout qu'il ne jouait pas le classement de la montagne, Craddock. Il n'avait pas pris les points dans les côtes précédentes, contrairement à l'Angelotti. Donc il n'y avait aucun intérêt à attaquer aussitôt. Il attaque à 44 bornes de l'arrivée. 44 ou 45, il est en tête. Oui, bah, dans la deuxième montée de l'Alto del Vivero, il explose un petit peu. Alors il arrive à limiter la casse, mais c'est pas le Lawson Craddock qu'on attend d'habitude. Et ensuite, bah, dans le final, il se retrouve dans un sprint. Forcément, dans un sprint, c'est compliqué.
mais il n'a pas pu accompagner Marc Soler, alors que s'il garde sa cartouche qu'il consomme lors de la première montée, il peut suivre Marc Soler. Et pourquoi pas le lâcher ensuite si Marc Soler craque complètement. C'est dommage de ne pas avoir senti qu'il fallait peut-être pas attaquer à ce moment-là, que la descente serait pas favorable. Alors après, est-ce qu'on avait fait un bon briefing du côté de Bike Exchange? Est-ce qu'on avait bien senti la course et cette descente? Est-ce qu'on avait repéré cette descente? Parce que très clairement, quand nous on l'a vu, moi je l'ai vu sur les caméras, tu voyais bien que c'était pas favorable pour des sprinteurs. De toute manière, pour des coureurs qui étaient tout seuls devant, et de toute manière, il y avait 13 km. Donc, il aurait fallu que ça soit de la descente tout le long, sauf que tu avais 5 km qui n'étaient pas de la descente. Et la descente n'était pas très technique. Donc, c'était pas favorable à un homme seul ou à un homme dans un petit groupe avec Longelotti. Et ça a été le gros problème pour Lawson Craddock. Et je pense que c'est dommage parce que Lawson Craddock, aujourd'hui, il pouvait suivre, je pense, l'attaque de Marc Soler, parce qu'il n'a pas fait non plus une attaque tranchante. Marc Soler, quand il part, bon, il part parce que derrière, ça se regarde, mais c'est pas l'attaque de l'année non plus. Je termine avec Fred Wright. Il passe à ça du maillot rouge, il aura d'énormes regrets, Fred Wright, parce qu'il passe à ça du maillot rouge parce qu'il a foiré tactiquement. Bon début de journée, il prend l'échappée avec Rudy Mollard, ça c'est une très bonne réussite. Par contre, il avait qu'un homme à surveiller, c'était Rudy Mollard. Dans la dernière montée de l'Alto del Vivero, tu peux pas le laisser prendre des secondes de bonification. Aussi, de cette manière-là où tu finis pas dans les 3 premiers. Je pense que Fred Wright a plus de vitesse que Longelotti et que Rudy Mollard. C'est incroyable qu'il se soit fait battre par ces deux-là. Tu laisses pas partir Jack Stewart non plus. C'est-à-dire, tu as 2 coureurs, tu as une équipe à surveiller, c'est la Groupama. Tu laisses pas partir Jack Stewart. En plus, ils se connaissent avec Jack Stewart. Donc tu le laisses encore moins partir. Parce que tu connais ses qualités et ses capacités de poursuiteur de Jack Stewart. Tu le laisses pas partir. Et c'est à partir de là où tout part à volo. C'est-à-dire qu'il laisse partir Jack Stewart, donc il est obligé de rouler très très fort. Il se crame un petit peu dans le haut de la montée. Il n'arrive pas à rentrer, donc il se fait contrer par Marc Soler. Et ensuite, enfin au sommet, il se fait contrer à la fois par Rudy Mollard, mais aussi par Longelotti. Mais il fallait le suivre, Longelotti. Quand tu le vois en début de journée, il prend les points de la montagne. Tu te dis bien qu'il va prendre les points de la montagne également dans la dernière difficulté, s'il peut, Longelotti. Donc il fallait le suivre si tu voulais prendre des secondes de bonification. Et puis dans le final, parce que dans le final, il faut tenter le tout pour le tout. Si tu veux jouer le général ou la victoire d'étape, de toute manière, fallait faire la même chose dans les 2 cas, parce que pour prendre le général, il fallait qu'il vise la victoire d'étape, il fallait revenir sur Marc Soler, il fallait rouler à tout prix, il fallait rouler à fond. Or, dans les 6-7 derniers kilomètres, je vois autant Lawson Craddock que Daryl Impey que Fred Wright. Et dans le dernier kilomètre, il faut prendre la course en main. Quand tu vois que Marc Soler, il n'est pas très loin, faut rouler. À partir de 2 km de l'arrivée, tu te sacrifies. Puis tu te dis, je vais peut-être pouvoir faire top 3 parce qu'en plus, j'ai pas non plus des grands adversaires à partir du moment où Jack Stewart est plus là. Et pourtant, non, c'est pas ce qu'il fait, Fred Wright. Or, il fallait qu'il donne le tout pour le tout. S'il voulait jouer le maillot rouge. Et c'est dommage parce qu'il passe à ça du maillot rouge. Et bon, Bahreïn fera peut-être pas 150 résultats. C'est dommage en plus Fred Wright parce que cette année sur le Tour, il est passé aussi pas loin de la victoire, notamment du côté, je crois, de Lausanne. Là, il passe pas loin de la victoire, pas loin du maillot rouge. C'est frustrant parce que c'est un coureur qui a progressé, mais il échoue pour le moment à pas grand-chose. Et ça, c'est très frustrant, je peux vous dire, pour un coureur de ce niveau-là. Demain, débrief à 21h, déjà ce soir, mais demain, débrief également à 21h de l'étape numéro 6. On aura, je pense, une bagarre pour le général, au moins pour le leader, pour le général, pour le classement final de ce Tour d'Espagne. Étape avec une arrivée en boss, présentation 7h30 demain matin, elle est déjà en ligne, c'est magnifique. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!